Euh, voilà, bonjour tout le monde. Ça, je fais la toute dernière séance que je vous avais promis. Bon, j'appelle ça une séance bonus en fait. Dans cette séance-ci, j'aimerais bien, je vous avais promis d'apprendre comment euh, être visible dans certaines plateformes scientifiques. Et j'avais dit que c'était très très important, il fallait créer des comptes là-dessus. Et non seulement ça, il fallait que je vous montre comment faire les screenings en fait. Comment faire les screenings avec votre stratégie de recherche en utilisant des logiciels et des logiciels qu'on avait vus. J'avais parlé particulièrement de EndNote, j'avais parlé de Publisher Parish, qui sont des logiciels très très puissants. Et puis, j'avais également parlé de Google Scholar. Je pense bien que je vous avais montré comment est-ce que vous devez ajouter les papiers avec Google Scholar Online. Après cela, il fallait les ramener dans Google Scholar local pour essayer maintenant de nettoyer. Une fois que les papiers sont euh, importés de cette manière-là, nous pouvons maintenant faire les analyses ensemble. Et tout dépend de ce qu'on avait défini comme objectif. Alors, pour faire un récap pour tout le monde, tout ça là, on avait déjà vu. Au lieu de passer comme ça, je pourrais tout simplement sauter parce qu'on avait déjà vu, on avait déjà parlé de tout ça. Je fais un récap à ce niveau-là. Je fais un récap à ce niveau-là. Il y a ce que nous appelons euh, les étapes pour rédiger un article scientifique, particulièrement un review paper. J'avais dit que vous devez commencer par l'idée. Est-ce que vous avez une idée? Oui, si vous avez une idée, le même idée a-t-il déjà été examiné ou bien publié par d'autres personnes? Si oui, alors vous devez rentrer là, vous devez créer une autre idée. Sinon, c'est à ce moment-là que vous devez maintenant définir vos questions de recherche. Une fois que les questions de recherche sont bel et bien définies, vous devez définir une stratégie de recherche, définir les critères de sélection. Quand je parle des critères de sélection, c'est-à-dire que vous devez aussi définir les critères d'exclusion. Après ça, vous devez passer par concevoir le formulaire de collecte des données, la manière dont vous allez collectionner vos données. Euh, si ce n'est pas une enquête sur terrain, ce n'est pas grave. Avec les review paper, nous allons montrer ça. Je pense bien que j'avais déjà parlé de la stratégie et puis on avait montré comment est-ce que nous pouvons le faire. Il fallait établir la liste de sélection finale et dessiner l'organigramme du schéma. Comment est-ce que... Ah, je m'excuse, pas là-bas. Quand nous quittons ici, il faut rédiger les protocoles et enregistrer la revue. Et il faut rechercher des références supplémentaires, appliquer les critères de sélection, ainsi de suite. Tout ceci, on avait également parlé de ça. Après avoir fait ceci, vous devez maintenant évaluer la qualité de l'étude et le risque, faire une synthèse descriptive, appliquer les formulaires de collecte de données, faire méta ou non, méta-analysis ou non, vérifier les biais de publication et puis soumettre votre publication. C'est là où nous étions. C'est un peu le schéma qui nous a vraiment conduit dans tout ce que nous étions en train de faire. Alors, du coup, comme je le disais, il y avait beaucoup trop de logiciels que nous pouvons utiliser pour faire cette étude-là proprement dite. Pour faire cette étude-là, je vous avais donné les liens auxquels vous devez ouvrir, vous pouvez ouvrir pour aller faire les screenings de vos données, pour aller faire les screenings de vos données, ce qui est déjà très, très, très intéressant. Alors, on ne va plus encore passer le temps là-dessus. Parlons un peu de plateformes scientifiques auxquelles vous devez avoir des comptes. Je commencerai avec ResearchGate. Je commencerai avec ResearchGate. J'ouvre comme ça. Ça, il suffit juste d'aller sur Google. Hein. Si vous allez sur Google, vous tapez google.com, vous tombez là.
vous tapez Research Gate. Comme ça, là, vous pouvez créer un compte. Mais il va se poser un problème. Je sais bien que ça se crée avec le compte Gmail, mais vous devez écrire une requête euh, aux propriétaires et puis ils vont analyser ça. Ça prend entre 2 semaines et un mois, un truc comme ça, pour qu'ils vous autorisent. Vous devez donner des raisons pour lesquelles vous voulez vraiment avoir un compte Google Gate, en signifiant que non, non, dans mon université, on n'a pas l'accès à des comptes institutionnels, ainsi de suite. Alors, si normalement vous avez déjà un compte institutionnel, de préférence, un compte .edu et consort, vous avez la possibilité de créer le compte Google Gate. Si vous créez un compte Google Gate, ça va apparaître un peu de cette manière. Je suis là, si vous regardez, je peux voir directement ici, on me dit Christian Bopé, parce que je suis abonné à lui. Je peux voir les articles qu'il a publiés. Ils ont publié avec Célin Kasereka. Je peux voir d'autres. Celle-ci, c'est un professeur de chez nous, en Italie, de mon université. Voilà, vous allez voir ça. C'est l'université de Padova. Padua, c'est ça. C'est là où j'ai fait ma thèse. Et il y a ça, c'est mon article à moi. Que j'avais publié pour le compte de mon master, et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité un peu de tout voir, quoi, de tout voir sur vous-même, sur les autres, sur ce que les autres font, ainsi de suite. Ici, je clique sur Question. J'ai aussi la possibilité de poser des questions. Vous pouvez poser une question et d'autres scientifiques ils vont venir vous répondre. Par exemple, ici, à Welcome Collaboration in Producing Research Paper. Those posts are expanded from of work include appendix of my PhD. Please comment in your opinion. You are welcome to challenge the mathematical derivation, introduction and motivation. Voilà. Il appelle les gens pour la rédaction de son papier. Il est en train de faire les PhD. Il est en train de faire les PhD. Les gens posent des questions comme ça et d'autres personnes peuvent venir répondre à leurs questions et vous aussi, vous pouvez poser aussi votre question et d'autres personnes pourront aussi vous répondre. Donc, ask a technical question or start discussion. Je pense bien d'ailleurs qu'ils ont mis ça à jour pour vraiment bien faire la chose. J'ai pu voir des questions que j'ai follow. What are the best research topics for doing PhD in Big Data? Quel est le meilleur sujet ou bien branche en faisant les PhD dans les Big Data? C'est quelqu'un qui a posé cette question comme ça. Et vous voyez, il y a 271 personnes qui ont lu et il y a des gens qui ont répondu. Il y a des gens qui ont répondu. Voilà. C'est un peu de cette manière-là. Question you ask. Je n'ai jamais posé des questions, moi, personnellement, ici. À part ça, il y a aussi l'aspect de jobs. Je peux trouver également de travail ici, hein, de travail ou bien de bourses, que ce soit des masters ou bien que ce soit des PhD. Je prends par exemple cette opportunité ici, Doctoral Research in Algorithm and Computational Biology. Ça, ils sont en train de chercher un candidat en PhD dans le domaine des algorithmes et biologie computationnelle. Donc, informatique appliquée à la biologie. C'est à l'université de Helsinki, en Finlande. C'est l'une des meilleures universités au monde, cette université ici. Et j'ai pu entrer là pour voir les jobs, voir des descriptions. On me dit qu'il be the first to apply. Donc, c'est un truc qui vient à peine de mettre ça en ligne. Et quand je clique là, je peux voir la description de tout. On dit que ça commence au mois de septembre. C'est une thèse de 4 ans. C'est une thèse de 4 ans. The doctoral research advanced research project together with project team, et ainsi de suite.
requirements, il donne des conditions pour, pour postuler. Les salaires, il dit que c'est entre 2650 € et 2800 € par mois. Voilà. Comment postuler? Ils disent une lettre de motivation, un bon CV et des publications. Exemple, des textes analytiques, donc master, si voilà, et puis les noms des références, au moins 2 références que vous devez mettre dans votre truc. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. Il y a beaucoup d'opportunités. Tout ce que nous voyons ici, ce sont des opportunités. Moi, j'avais mis que je suis déjà de niveau master. C'est la raison pour laquelle on me propose de, des opportunités de PhD et de post-doc. Mais si j'avais mis que je suis de niveau bachelor ou licence, on allait commencer à me proposer des opportunités de niveau master. C'est un peu de cette manière ici, enseignant et chercheur en sciences de la donnée pour la construction. Voilà, école spéciale des travaux publics en France. Ça, ils sont en train de chercher les professeurs. Ils cherchent un enseignant. Donc, si vous avez vous êtes déjà un professeur, vous pouvez postuler, pourquoi pas essayer, et puis peut-être vous serez euh, récupéré. Ici, on cherche juste des chercheurs, senior research, follow generative AI, associate professor in electronic and computer engineering in China, to position Ireland, postdoc, research follow. On cherche juste un chercheur, un professeur, ni un PhD, mais un chercheur juste. Alors, tout ça là, ce sont des jobs comme ça que vous pouvez appliquer. Donc, ResearchGate, c'est très, très intéressant. C'est vraiment intéressant. Je peux venir là, j'écris sur mon profil. J'écris sur mon profil. Je vois mon score de recherche est de 30,9, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai 45 citations dans mes trucs. Je dois d'ailleurs modifier pour mettre également Padova ici. Donc, je dois l'éditer. J'ai dit PhD students, PhD students. Ici, j'aimerais bien mettre, pour changer, je dois modifier aussi mon adresse mail de l'université pour ou bien ajouter l'université de Padova. Je vais le faire après, sinon ça va me prendre du temps ici. Voilà, c'est un peu de cette manière ici que la recherche se présente proprement dite. Vous voyez que je suis directement affilié à mes universités, l'université de Kinshasa, Zhejiang University. Je n'ai pas encore mis à jour le truc comment on appelle ça, de Padova. Je n'ai pas encore mis ça à jour. Je peux voir la statistique de mes lectures, comment est-ce que les gens me lisent, comment est-ce que mes gens me lisent. On me dit que j'ai 72% des citations, j'ai 0,8 de recommandations, 15% de full text read et 2% de gens qui ont lu une partie ou bien ainsi de suite. J'ai 424 personnes qui m'ont lu. Donc, 393 personnes, ils ont lu full text, ainsi de suite. Et d'autres personnes, c'est 200 quelque chose. Et voilà. C'est un peu de cette manière-là. Il y a quand même une personne qui a recommandé mon travail à d'autres. C'est un peu de cette manière-là. C'est un peu de cette manière-là. Donc, cette quête, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je peux même follow. J'ai des gens qui m'ont follow, des gens, d'autres personnes. Ah, Ferdinand m'a follow, je ne l'ai pas encore follow. Je le follow quand même carrément. Il y a des gens, il y a Noël Bila, il y a Blaise Pascal Moala,
L'AP, il y a David, il y a Augustin, il y a Cyril. Il y a celui-ci, il est à Sierra Leone. C'est un ami, on est avec lui en Chine. Et puis, il y a d'autres personnes, beaucoup de gens sont de l'université de Kinshasa. Il y a Grady, il y a les profs Bopé, il y a quand même beaucoup de profs. Il y a beaucoup de profs, voilà. Et il y a mes profs en Chine qui sont aussi là. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. Alors, vous avez aussi la possibilité de certifier que votre compte est vraiment officiel. C'est un peu cet aspect-là des choses. Bon, je vous recommanderais de créer carrément un compte avec ResearchGate parce que c'est très, très intéressant et c'est très conseillé. Notre compte que je disais qu'il fallait écrire, c'était le compte Google Scholar. Je viens là, je tape Google Scholar, je tombe là, je clique. Voilà, dans Google Scholar, moi je suis là. Si je clique profil, My Profile, je peux directement voir mes informations. Je suis de Padova, je suis comme ça, je peux voir mes papiers, je peux voir des citations. Vous pouvez voir que des citations de ResearchGate, ce n'est pas pareil que les citations de Google Scholar. Ce n'est pas pareil que les citations de Google Scholar parce que tous, ils n'accèdent pas dans toutes les bases de données directement. Google Scholar, il voit tout, tandis que l'autre ne voit pas tout. Ici, je suis à 45, tandis que ici, je suis à 46 plus 5 plus 1. Et plus 1, donc ce qui fait carrément 52, quoi. Voilà. C'est un peu de cette manière-là. Et vous avez la possibilité de, quand vous venez déjà sur Google Scholar, il suffit juste de cliquer là, My Profile. Si c'est pour la première fois, vous cliquez là. Moi, j'en ai déjà, j'ai la possibilité de custom pour modifier des informations. Par contre, moi, je suis déjà là. Si c'est vous, c'est la première fois, je pense bien qu'il y aura quelque chose qui est, c'est parce que nous avons fait ça avec Monsieur Serge, et vous avez la possibilité de modifier vos informations, de taper le nom de l'université, de mettre l'adresse mail institutionnelle aussi. Avec Google Scholar, il faut aussi l'adresse mail institutionnelle. Ce n'est pas les simples GitHub et les simples Google ou bien Yahoo qui va marcher en fait. Il faut mettre ça de cette manière-là. Voilà. C'est un peu ça. Je pense que ce sont des comptes vraiment indispensables qu'il faut avoir en tant que chercheur parce que quand vous postulez dans des projets, comment on appelle ça, dans des bourses, on vous demandera généralement de mettre soit l'adresse ResearchGate, soit l'adresse Google Scholar, ce qui est très recommandé. L'autre compte que j'avais demandé que vous puissiez écrire, c'était le compte OrcID. OrcID, je tape comme ça. Si vous tapez sur Google OrcID, je tombe là. Le OrcID, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est obligatoire pour les trucs. On dit que c'est Persistent Identify for Individual en research. C'est comme votre adresse mail, c'est comme votre identifiant dans le monde des chercheurs, dans le monde des recherches. Google Scholar, ResearchGate, and so on, ce sont juste des profils que nous créons dans des plateformes de recherche. Mais il y a l'ID qu'on vous donne, c'est comme votre carte d'identité. Et dans cette carte-là, vous devez avoir votre ID que quand vous allez quelque part, vous le brandissez. On dit directement que ah, celui-ci, c'est le chercheur. Celui-ci, il est le nôtre. Il est dans notre monde. Il fait la recherche. Et c'est comme ça que ça se présente. Les trucs là, ça s'appelle OrcID. C'est très, très important. Je vous demanderai encore de s'enregistrer là-dessus, de s'enregistrer, de créer un compte. C'est très facile. Il suffit juste de venir là
Vous créez s'enregistrer pour la première fois, registre now. Vous allez mettre votre nom de famille. Vous pouvez changer la langue, hein. Vous venez ici, vous mettez français. Vous mettez français. Voilà. Vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille. Vous mettez votre adresse email principale, vous confirmez votre adresse email. Et si vous avez l'adresse email supplémentaire, vous pouvez les mettre, mais c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Et vous passez à l'étape suivante. Et à partir de là, vous pouvez créer, continuer. Ça ne demande pas l'adresse mail professionnelle, même avec votre Gmail, vous pouvez, vous pouvez le faire très facilement. Mon téléphone est en chambre, je suis en train de charger, donc mes identifiants ça là-bas parce que j'ai des mots de passe un peu compliqués. Il n'y a pas moyen que je puisse me connecter. Mais vous créez un mot de passe, vous créez un compte ici, ça sera très très intéressant. Voilà, j'aimerais bien que pour l'instant, que vous puissiez avoir tous au moins les 3 comptes ici. C'est très très important et presque impératif pour un chercheur euh, en 21e siècle, surtout en 2025. Alors ça, c'était en ce qui concerne le compte. Revenons maintenant dans la recherche. Revenons dans la recherche. Je suis là. J'aimerais lancer Publish or Perish. Euh, c'est un logiciel que je préfère et que j'aime beaucoup. Voilà, je suis là. Prenons l'exemple. Writing. Je prends l'exemple. Non, Idriss. Idriss m'avait déjà fait quelque chose que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir. J'aimerais bien tomber. Voilà, je tombe ici. Malgré que c'est trop long. Voilà, je prends carrément. Mais pourquoi ça ne se copie pas? Ah bon, ça refuse apparemment de copier. Attendez que j'enregistre un peu. Ah, ok, je comprends. Je fais ça alors, c'est dans Pictures. J'ouvre. Je vais essayer de faire quelque chose là. Si je pense bien que ça va aller. Non plus. Ah, les gens de Mac aussi, ils ont des trucs bizarres. Voilà. Bon, prenons carrément. Je suis là. Je tape sur Google Scholar. Je m'aimerais chercher à partir de mots-clés. J'ai dit, Idriss m'indique que je peux chercher Open, Open Data or Public Data and local governance or collective non and transparency. Je ne sais pas ce garçon ici pourquoi est-ce qu'il met les trucs en français.
and accountability. Voilà, je prends ça comme ça. Je dis par exemple que non, je vais chercher entre 2015 jusqu'à 2025. Jusqu'en 2025. Je lance comme ça, je dis que je vais trouver par exemple le 1000 premiers papiers. Je clique sur Research. Il va lancer, arrivé à un certain moment, il y aura les trucs que je puisse identifier que je ne suis pas un robot parce que ce sont des API, beaucoup trop de requêtes. Google, parfois, il considère ça comme étant un robot. Tu dois identifier que je suis un humain pour qu'il puisse continuer. Alors, là, il est en train de charger les données. Voilà, comme je vous avais dit. C'est un peu ce qui s'est passé l'autre fois. Ah, je vais prendre 10. Je prends 10 one. Let me take this one too. This one again. Is okay. That's all. Yeah. Maintenant, il va continuer jusqu'à la fin sans problème. Il n'y aura plus ce message-là. Voilà. En attendant que lui est en train de continuer, j'aimerais maintenant vous montrer une plateforme. Vous montrer ceci. Vous allez sur Google. Vous tapez Ryan. Vous tapez Ryan. Ceci est très très important. Je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous, je vous avais dit que quand nous faisons la recherche ou bien nous voulons écrire un papier de littérature, nous devons suivre cette étape ici. Cela veut dire quoi? Nous commençons par identifier les différentes bases de données dans laquelle nous voulons chercher les données, trier les données. Nous récupérons ces données-là. Une fois que nous récupérons les données, nous faisons les screenings. Les screenings, c'est-à-dire que nous allons lire par rapport au texte, par rapport au titre, nous essayons d'exclure, nous lisons les abstracts, nous essayons d'exclure, et puis nous lisons les full textes pour essayer d'exclure. Cette étape ici, c'est ce que nous appelons les screenings. Maintenant, c'est après avoir fait les screenings, nous allons identifier réellement les papiers que nous avons besoin. Ça peut être une vingtaine de papiers, ça peut être une trentaine, une cinquantaine. Ce sont là les papiers de base que nous allons sélectionner et nous allons maintenant entrer en profondeur pour les décortiquer et faire sortir ce que nous voulons sortir. Dans les méta-analyses ou bien dans la literature review, ce que nous cherchons, c'est quoi? Premièrement, c'est identifier les données ouvertes que les gens ont utilisées. Si les données sont disponibles, nous allons mettre le lien. Si les données ne sont pas disponibles, nous allons mettre que ce n'est pas disponible. Nous devons identifier quelle est la méthodologie utilisée dans les différents papiers sélectionnés. Pour chaque papier, nous allons vraiment faire un tableau où nous mettons les différentes méthodes utilisées. Et puis, nous allons mettre les résultats obtenus parce que tous, ils abordent presque la même chose, mais ils utilisent les différentes méthodes. C'est-à-dire que ce qui dit différentes méthodes et différentes bases données, qui veut dire les différents résultats. Et puis, nous allons voir maintenant quelles sont les perspectives que ce genre-là laisse. Quels sont les challenges, en fait, que les gens-là ouvrent. À partir de ça, ça va nous permettre de nous orienter pour savoir dans quel chemin emprunter, où est-ce que nous devons aller pour vraiment essayer d'être vraiment dedans et puis produire quelque chose de base. Et pour ce faire, il y a un vrai challenge avec les screenings. Avec les screenings, ça prend beaucoup plus du temps quand il faut lire les papiers. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose très très bientôt. Mais je pense bien que tout le monde avait très bien compris. Parce que après cette séance ici, c'est ce que nous allons commencer maintenant à faire avec les différents sujets qu'on avait essayé, qu'on avait partagé. Là, Research
Publish or Perish est en train de continuer. Sur les 1000 papiers, nous pouvons les voir ici. Il a déjà téléchargé 380 papiers. Il nous reste encore au moins 600 papiers, donc ça va quand même prendre du temps. Tout dépend de la connectivité que vous avez. Il continue. En attendant, accorde-moi quelques minutes. Je vais récupérer mes ID pour me connecter avec Ryan. Quelques minutes, j'arrive. Voilà, je suis là. Voilà. Quand vous cliquez sur Ryan, hein, donc vous allez sur Google, vous tapez Ryan, il y a beaucoup plus de logiciels, mais l'autre logiciel, c'est payant. J'avais appelé ça Confidence. Confidence, comme ça. C'est payant, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Et pour bien manipuler ça, bien qu'il y a quand même la version gratuite, mais ça va quand même vous coûter. Ça va vous coûter parce que vous n'allez pas faire grand-chose. En Italie, c'est l'université qui a payé. Même nous autres ici, nous n'avons pas d'abord l'accès euh, complet à ceci. Donc, même moi-même, pour mes expériences, j'utilise Ryan. Mais il y a Confidence, vous pouvez aussi les faire avec Google Scholar, vous pouvez avec Zotero, vous pouvez les faire avec Mendeley. Et il y a aussi d'autres logiciels à utiliser qui sont très intéressants. Je prends ici, je viens, j'ai dit onésime en mb onésime, gmail.com, c'est ici mon compte. Moi, j'ai déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer le compte ou soit vous continuez juste avec Google directement. Je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Là, je me suis connecté. Quand vous tombez sur Ryan, ça se présente un peu de cette manière ici. Ça se présente un peu de cette manière. Je vois ici, ça continue toujours. Ça continue, je suis à 410. Je suis à 410. Je rentre ici. Là, je suis un peu là. Je suis là. Ça, c'est mon article que je suis en train d'écrire présentement. Si vous regardez le nombre d'articles après avoir défini la stratégie, c'est 8045. Ça, c'est une autre personne qui m'a invité pour que je puisse faire avec lui. Il a 10 009 articles. Si je clique dans son article, par exemple, vous allez voir que sur les 10 000 articles, parce qu'il a utilisé les différentes bases de données, il trouve au moins qu'il y a 4 227 articles qui sont dupliqués. 4 227. Alors, il doit enlever ça. Il doit enlever ça. Ce qui fait que ça va lui rester quelque chose au moins de 600 quelques. 600 quelques. Et là, il peut commencer à faire les screenings pour voir qu'est-ce qu'il peut exclure, qu'est-ce qu'il peut mettre dedans. Il a aussi les différentes bases de données qu'il a à récupérer. Alors moi, je vais vous montrer le mien parce que pour son travail, je n'ai pas encore commencé à l'aider. Vous pouvez inviter plusieurs personnes comme ça, ce qui est très intéressant, même 2 ou 3 personnes pour faire les screenings. Comme nous travaillons en team, ça sera beaucoup plus facile. Alors, ça, c'est le mien.
c'est les systématiques review, domaine biomédical. Je donne la description de mon article et je viens là. Pour moi, sur le 8000, j'ai 355 duplicates. 355 duplicates. Et quand je viens, je suis dans Overview, je tape sur Review Data. Quand je clique sur Review Data, je vais tomber ici. Je peux voir mes papiers, ainsi de suite. J'ai supprimé au moins 158 articles scientifiques. Je les ai déjà supprimés. J'ai sur les trucs que j'avais déclarés duplicates, j'ai dit que 26 ne sont pas duplicates. Et le reste est là. Je l'ai déclaré comme étant correct. Voilà mes différentes bases de données. Maintenant, ce qui m'intéresse, là où je suis à ce niveau ici. Sur les 8045 papiers, j'ai déjà traité. J'ai déjà déclaré que non, je peux inclure ou bien exclure les papiers. Attendez que j'actualise. Apparemment, la connexion commence à poser problème. Ça va d'ailleurs expirer déjà demain, donc ça commence déjà à bégayer. Attendez que ça se charge. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. On me demande aussi de mettre à jour maintenant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ça, ce n'est pas vrai. Si on me demande de payer, ça sera compliqué. Moi, je n'avais pas prévu ça. Aïe, 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 aïe. Bon, d'accord. Il n'y a pas moyen que je vous montre ça. Je pense bien que j'avais commis une bêtise. J'avais activé quelque part là. Il fallait, je voulais comme upgrade. Bon, ça ne coûte pas cher. Ça coûte quelque chose de 25 ou 26 dollars pour 3 mois. Pour 3 mois. Et pour les students, mais je n'ai pas d'argent dans mon compte présentement dans ma carte Visa, c'est la raison pour laquelle. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Nous sommes en train de charger ce qu'il faut charger. Bon, je vais carrément vous le montrer avec l'autre compte. Je viens ici, par exemple, dans le compte de notre ami. Je dis que je vais faire le screening. Quand je viens dans la partie screening, voilà, ça se présente comme ça. Ça va se présenter comme ça. J'ai la possibilité de lire les titres, l'abstract qui va s'afficher là. Je dois maintenant déclarer est-ce que je dois l'inclure ou bien exclure. Ça serait un travail d'ensemble. Nous travaillons en groupe. Donc, si tu trouves que ça ici, je suis en train de tâtonner, tu peux être maybe. Parce qu'un même article, deux personnes peuvent le lire. L'autre dit qu'il faut l'exclure. L'autre dit que non, nous devons l'inclure. Alors, à la fin, nous allons maintenant voir quels sont les articles de divergence. Où l'autre a déclaré qu'il faut l'exclure, l'autre dit qu'il faut l'inclure. Et l'autre, chacun de nous doit donner des raisons pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il faut l'inclure, d'autres, pourquoi l'autre a dit qu'il faut l'exclure. Mais généralement, si la stratégie est bien définie, nous allons tous tomber d'accord sur la même chose. Nous allons maintenant analyser par la suite et nous allons faire sortir quelque chose de très, très intéressant. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que quand vous travaillez avec ça comme ça, si vous terminez les screenings, vous avez la possibilité de faire le prisme. De faire les prismes, ça demande la upgrade. Les prismes, quand vous cliquez sur le prisme, il va directement vous sortir ces schémas ici. Par rapport à l'exclusion,
à l'inclusion et il vous dit que non, non, dans tel truc, j'ai exclu tel nombre de papiers, tel nombre de papiers. C'est-à-dire, ce schéma, il va vous les générer de manière automatique. Vous, ce que vous aurez, c'est récupérer juste le papier qui vous reste et commencer maintenant à lire. Parce que ça, nous faisons les screenings, mais après les screenings, il y a maintenant le full text screening. Là, vous devez maintenant importer les PDF de tous les papiers que vous aurez sélectionnés, valider, les lire encore à partir d'ici et puis les inclure. Les inclure. Et c'est quand même un logiciel, certes, ça prend un peu du temps, mais ça vaut la peine et c'est très intéressant. Moi, euh, je suis en train d'ailleurs de lire 8000 papiers, je les lis seul, alors que vous aurez au moins, on aurait un travail de plusieurs personnes. Donc, chacun de nous peut lire et essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est un peu de cette manière ici que les choses se présentent en Publish or Perish, c'est presque à la fin, nous sommes déjà à 780. Je pense bien que ça évolue bien, on attend carrément que ça termine pour que je vous montre comment est-ce que vous pouvez euh, euh, l'importer avec le truc, comment on appelle ça, avec Ryan. Et c'est très, très intéressant, c'est super bien, c'est super bien, ça marche très bien. Donc, ces logiciels ici, beaucoup de gens ne les connaissent pas, mais c'est un logiciel vraiment très intéressant. Même moi, quand j'ai quitté la Chine, je ne connaissais pas cet article, ces papiers ici. Je viens d'apprendre ça avec les Italiens et c'est très, très intéressant encore. Je connaissais au moins Confidence, mais Ryan, je ne savais pas. Et suis tombé dans ça. Alors, ça, c'est très, très intéressant que vous puissiez maîtriser ce genre de trucs. Parce que quand vous écrivez un papier, ça doit être de manière vraiment officielle. Vous avez même la possibilité d'ajouter les critères d'inclusion et d'exclusion. Les critères d'inclusion et d'exclusion. Attendez que je revienne chez moi. Je suis là chez moi. Quand je suis chez moi, vous pouvez voir que en bas, j'ai les critères d'inclusion, les critères d'exclusion. J'ai dit article that apply AI method to subcellular cancer analysis study involving human cancer tissues, in vitro cancer cell method or animal models with translation value. Specifically focus on subcellular level characterization. Human cancer tissues, patient derived, uh, xenograph, or clinical relevant cell line or TC, and so on. Voilà, ce sont les critères d'inclusion. Et puis, de l'autre côté, je me dis, les critères d'exclusion, ça sera, euh, ça sera study focusing exclusively on non-cancerous condition or not analyzing subcellular level data. Studies not involving AI ML or not integrating multi-omic or subcellular imaging data. Study that do not report relevant outcome or lack clear focus on subcellular characterization. Study without experimental or computational result, single modality studies, no English publication, reviews, editorial or method paper without level, novel validation, study using only bulk omic. Voilà, j'ai défini un peu quels sont les papiers que je ne dois pas inclure dans cette étude ici. Alors, quand je le définis un peu de cette manière-là, les choses deviennent, euh, les choses deviennent easy. Je suis à 810. Il me reste encore une centaine de papiers. Les choses deviennent vraiment très, très faciles. Les choses deviennent vraiment très, très faciles. Et ici, là, je peux cliquer pour inviter quelqu'un.
Je peux inviter quelqu'un, je peux mettre l'adresse même, je lui donne son rôle, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que c'est un collaborateur, est-ce que c'est un reviewer ou bien c'est un view, quelqu'un qui va seulement voir. Je mets la raison de son invitation. Quand je clique Invite, il va recevoir l'adresse mail chez lui et vous êtes invité à collaborer dans tel ou tel autre travail. Dans tel ou tel autre travail, je peux faire les edits comme je le vais, en tout cas. Comme je le vais, je peux le faire sans problème en n'importe quel moment. Voilà, ça passe quand même chez moi aussi. Ça passe maintenant chez moi. Donc, je suis là. J'ai dit par exemple, ça ici, ça n'affiche pas l'abstract. Donc, le papier n'avait pas l'abstract. Je lis tout simplement les titres. J'ai dit an assessment of the predictive performance of current machine learning based on the breast cancer risk prediction models et systematic review. Quand je lis ça, je vois que ça ne cadre pas avec mes objectifs. Je clique sur exclude. Vous allez voir que on a mentionné qu'Onésime a exclu. Si c'est une autre personne qui a inclus, ça va aussi apparaître là. Et une autre personne inclut ça. Une autre personne a dit maybe. Alors, à la fin, nous allons trouver quels sont les articles d'ambiguïté et puis nous allons de cette manière-là. Là, c'est quand même très intéressant. Je peux commencer à lire comme ça et puis je clique. Machine Learning of je clique non. Performance of Machine Learning Models in Predicting Alternative. Non, je n'ai pas besoin des reviews PIPA. Je n'ai pas besoin des reviews PIPA. Systematic or material diagnostic pronouncing in dermatology. Not yet. Implementation of digital pathology in artificial routine pathology practice. Ça, c'est clinical. Use artificial intelligence for estimate the malignancy risk to maybe. Bon, je ne vais pas, mais nouvelle approche pour plusieurs médecins de cardio. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis en train de chercher un article à inclure related non communicable machine learning drive multi-objective optimization opportunity of not yet artificial intelligence technology identification of novel diagnostic molecular marker. Par exemple, ça, j'ai dit include. Voilà, c'est maintenant en vert. Et si c'est maybe, quand je clique sur maybe, donc peut-être, on peut inclure ou bien exclure si je tâtonne un peu. Et quand je clique là, je peux encore revenir là-dessus. J'ai dit que j'avais dit maybe, pourquoi? Je lis, je dis non. Je dois l'exclure. Super. Alors, Google Scholar fini. Alors, je suis là. Donc, je peux maintenant cliquer là. L'avantage avec Publish or Perish, c'est que pour chaque papier, je peux voir le nombre de fois que le papier-là est cité dans d'autres travaux par d'autres chercheurs. Je peux voir également l'année de publication, les trucs, le publisher, le journal qu'il a publié. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, je peux faire ça. J'ai fait CTRL-A. J'ai fait clic droit. Quand j'ai fait clic droit, j'ai la possibilité de save. De préférence, j'ai dit que non, je vais les save tout simplement en BibTeX. En BibTeX. Moi, ce que je vous conseillerais de faire pour ne pas tomber à ces problèmes-là où vous avez des articles avec Ryan qui n'a pas des abstracts, vous cliquez sur BibTeX. Vous téléchargez BibTeX. Vous sélectionnez BibTeX. J'aimerais bien mettre ça dans... bon, mettons ça dans Pictures. J'ai dit dernière séance. Data. Je mets ça dans Pictures. Non, dans Music. Je mets ça dans Music. Voilà, j'ai fait ça. Je les télécharge là-bas. De préférence, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour
pallier à ces problèmes-là, parce que ça, c'est une expérience personnelle pendant que je suis en train de travailler sur ça. J'ai tombé, je me suis dit que je pouvais faire ça avant pour corriger un peu, éviter ces problèmes-là. J'ai créé tout simplement, bon, j'avais appelé ça formation. Je peux prendre tout ceci, je supprime, delete, et puis à partir de là, je peux maintenant télécharger. Je viens dans BibTeX, j'avais mis ça dans Music, c'est ça le fichier. J'amène ça là, ça va charger. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si je clique ici, vous allez voir que, parce que et tous, ils ont déjà l'abstract, hein. Super. Alors, la moindre des choses, je mets ça seulement à jour. Je fais update. Vous allez voir qu'il y a des informations qui se complètent là. C'est-à-dire, il y avait des informations manquantes. Ça fait l'update. Ça fait l'update. Une fois fini, je peux venir là, j'ai dit exporter. J'aimerais toujours l'exporter en format aussi BibTeX. En format BibTeX. J'appelle ça data dernière séance data Mentley. J'ai dit Mentley. Je laisse ça toujours dans Music. Je fais ça. Voilà. Là, je suis sûr et certain que mes informations sont updates. Alors, je rentre maintenant sur Ryan. Je suis là. On me dit create new review. Create new review. Je clique là. Je donne les traits que j'ai dit que review formation. Bon, normalement ici, ça sera les titres de l'article, hein. Les titres de l'article. Qu'est-ce qui ne va pas? Refresh page. Ok, je dois réactualiser. Je recharge la page. Cette connexion ici, quand ça arrive vers la fin là, ça commence toujours à faire ça. Voilà. Donc, c'est qu'ils sont coupés. Je n'ai plus de connexion. Mon Wi-Fi s'est épuisé. J'essaie de me connecter chez moi. Voilà, je suis là, j'actualise la page. J'espère que ça va aller. Voilà, ça passe beaucoup plus rapidement. Je viens là, je clique sur Create, j'ai dit Review, formation, test, comme ça. J'ai dit les types par exemple, c'est Systematic Review. Je viens là, domaine, j'ai dit environnemental, something like that. Et je ne suis pas obligé de donner la description. Je clique sur Create. Quand je suis là, je vais tomber dans le deuxième truc, je vais tomber dans un truc comme ça. J'ai dit mes data c'est BibTeX. Donc, je peux venir maintenant là, je clique sur Music, le fichier, c'est ce fichier ici.
Je télécharge. Voilà, ça y est là. J'ai dit continue. On me demande est-ce que vous voulez inviter les trucs. Je n'ai pas besoin d'inviter. Je clique sur continue. Inviter les membres. Je dis skip. Ou soit, s'il y a directement les gens avec qui nous devons travailler, je peux mettre les adresses mail ici, séparées par des virgules. Je mets plusieurs adresses. Aussitôt que je crée un projet, ils tous directement devront recevoir les adresses. Mais ici, je dis skip, sauter. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça l'article, c'est ça le projet que je viens de créer. Et quand je clique là, vous pouvez voir au midi, c'est 1000 articles téléchargés. Et quand je clique sur euh, View Data, parce que je n'ai qu'une seule base de données, donc je ne peux pas dire qu'il y a des duplicates. C'est tout à fait normal. De préférence, je viens directement sur la partie screening. Voilà, mes articles sont là. Je peux lire le titre, je lis l'abstract, et puis je décide que ça sera include or exclude. Je peux faire ça. Voilà. C'est un travail qui sera très, très intéressant pour nous tous, pour la rédaction que nous voulons faire. Je pense bien que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop nous aider. Voilà, c'est un peu de cette manière-là que ça passe. Je vais supprimer ça parce que je n'ai pas besoin de ces projets ici. Are you sure you want to delete this review? Yes. Okay, was deleted successfully. This one again, I want to delete it. This one, so I want to delete it. Je n'ai pas besoin de ça, ça j'ai expliqué à une autre personne. Je vais rester qu'avec mes dés. Voilà, là, je reste qui. Alors faites attention pendant que vous êtes en train de supprimer, de perdre, de supprimer un travail que vous avez déjà beaucoup fait ou bien que les autres ont déjà fait. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. Je pense bien que cette dernière séance, on peut clôturer par ici. Les analyses de données, nous allons analyser des aspects d'analyse que nous devons faire. Nous allons l'analyser ensemble pendant que nous serons en train de travailler avec, en train de rédiger nos papiers. Je pense bien que ça sera très, très intéressant. Alors, voilà, c'est un peu de cette manière-là. C'est par ici que nous allons clôturer la séance de cette séance ici, la séance de notre formation. J'aimerais bien aller là. Je vous avais partagé les projets de team. Les projets de team, je suis là. J'avais dit que le projet de rédaction, produire une synthèse scientifique rigoureuse des connaissances actuelles sur le sujet en suivant une méthodologie de revue systématique afin de préparer une publication dans une revue scientifique de haut niveau, de qualité qui a. L'objectif spécifique, c'est recenser les articles scientifiques pertinents publiés dans les 5 à 10 dernières années, identifier les approches méthodes données et outils mobilisés dans les travaux existants, dégager les tendances, résultats, lacunes et recommandations des études antérieures, élaborer une analyse critique de pratiques et positions dans les domaines étudiés et contribuer à la préparation des manuscrits pour publication scientifique. Le rôle, j'ai dit que chaque participant devant lire activement les articles selon la grille des lectures, contribuer à la base des données collectives des articles, participer à au moins une section rédaction, introduction, résultats, discussion, et respecter les échéances définies pour assurer la progression du projet, s'impliquer dans la lecture finale et l'ajustement des manuscrits. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. La date, c'était le 31 août au plus tard. Je ne sais pas, mais c'est toujours possible de les respecter parce que nous sommes très nombreux. Voilà, ça c'était le premier groupe. J'avais dit que on va travailler sur l'exploitation de l'intelligence artificielle pour une planification urbaine durable, réduction des risques environnementaux liés à l'urbanisation incontrôlée dans les villes d'Afrique subsaharienne. Les keywords j'avais donné,
le problématique, j'avais défini et les objectifs également. Et puis, il y avait le deuxième team, c'était l'intelligence artificielle et technologies émergentes dans l'agriculture urbaine vers des systèmes alimentaires durables et résilients en Afrique. J'avais défini également les keywords, notre problématique ainsi que les objectifs. Et puis, il y avait le troisième team qui parlait tout simplement des données ouvertes au service de la transformation de la gouvernance locale en Afrique francophone. Faire une gouvernance fondée sur les données pour la transparence et la redevabilité et l'optimisation des services publics. J'ai parlé des keywords, j'ai parlé de problématiques ainsi que notre objectif principal. Alors, le premier team, c'est le team de Gédéon, Aimé Bolé, Madame Brigitte et puis Monsieur Onésime, avec la possibilité d'ajout d'autres personnes. Deuxième team, c'est Monsieur Samuel, Monsieur Michel, Monsieur Simon et puis Monsieur Onésime. Le troisième team, c'est Monsieur Gauthier, Monsieur Idriss, Monsieur Serge et puis Monsieur Onésime. Voilà, c'est un peu de cette manière-là. Aujourd'hui, déjà, je vais vous balancer le message dans les groupes WhatsApp pour essayer de décrire un peu la manière dont nous allons travailler. Et la deuxième des choses, je vais voir s'il y aura la possibilité de créer un groupe pour le groupe WhatsApp, ou bien je vais faire un calendrier des meets. Chaque groupe aura un jour qui lui est propre des meets pour faire un peu le travail, faire le truc, parler des bases de données ensemble et puis montrer comment est-ce que vous devez maintenant utiliser la stratégie pour essayer de tirer plus des papiers en votre faveur. Et c'est après ça que nous allons directement passer dans l'analyse et nous allons atterrir par la rédaction de l'article. Voilà, c'est un peu de cette manière ici. Je vous souhaite déjà un bon début de la semaine et que tout puisse très bien se passer et surtout plein succès à tout le monde. Alors, bye bye. Nous allons nous retrouver prochainement. C'était une formation qui introduisait les gens à la rédaction scientifique avec vraiment des outils beaucoup plus pratiques. Et je pense bien que ça a été très intéressant pour certains, pour beaucoup. Et avec la rédaction que nous allons faire, vous allez encore apprendre plus ensemble. L'objectif, c'est de publier et de créer notre communauté de rédactions scientifiques de qualité qui peuvent réellement contribuer à notre réputation. N'oubliez surtout pas de créer des comptes sur ResearchGate, sur Google Scholar et de créer votre org ID. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de me contacter. Je reviendrai pour expliquer puis arranger quelque chose. Alors, je vous souhaite une bonne journée et plein de bonnes choses, surtout plein de succès.